Donc, à l'occasion de la parution de Marseille aux éditions du Caire, l'espace régional est très heureux de pouvoir accueillir ses auteurs. Donc, la photographe Frédérique Marie Mégnagna et l'écrivain René Frény, ainsi que Bernard Loyer qui va animer cette rencontre et qui est à la fois écrivain aussi et photographe. Alors, ce livre, qu'est-ce que c'est? C'est un ouvrage un peu hybride puisque c'est à la fois un livre de photos, un livre d'art, un livre de poésie urbaine, un récit d'appartenance qui nous permet, à travers un dédale de récits et d'images, à explorer notre ville de façon différente. Et c'est aussi ce à quoi va s'adonner cette rencontre. On espère qu'elle va vous permettre de balader, de redécouvrir des coins de Marseille et puis des coins de votre enfance. Voilà. Merci. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir Marseille. Merci à tout le monde d'être là. Alors, la présentation de ce soir a ceci d'exceptionnel qu'elle réunit deux personnalités artistiques d'horizons différents. René Frény est né à Marseille, il a grandi à Marseille, fait les 400 coups à Marseille, des réformés aux Catalans, de Pointe-Rouge au Panier, en passant par les Baumettes. Il n'y a pas séjourné, mais il vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Il a traîné sur le Vieux-Port et il sait, comme personne, mettre des phrases sur des émotions, des paysages, des odeurs, des bruits. Lire un livre de René Frény, c'est se plonger au cœur de cette ville-monde, ce qui lui vaudra plusieurs prix littéraires et la publication chez Gallimard d'une quinzaine d'ouvrages où les femmes et Marseille sont omniprésents. Frédérique Marie Mignana, d'origine franco-espagnole, née en Afrique, Frédérique grandit dans une multitude de musiques, de langues, de parfums, de couleurs, qui déterminera son approche artistique. Arrivée en France, parallèlement à son parcours scolaire et universitaire à Marseille, elle commence une longue carrière dans la danse. Diplômée de l'Académie de musique et de danse d'Aix-Marseille, elle vit ses passions. Lors de longs séjours dans plusieurs points du globe, elle regarde, s'imprègne de différentes cultures et communique intensément grâce à la maîtrise de ses langues. Plus tard, elle enseigne en Allemagne et intensifie sa formation photographique. Elle favorise l'image spontanée, extrayant du sujet son intensité, son authenticité. Suivent de nombreuses expositions. On trouve ses œuvres dans nombre de collections privées, ainsi que notamment dans le musée de La Haye en Allemagne. Mais au fait, comment est né ce livre? Alors, moi je me rappelle, on a discuté avec René, on a discuté avec Frédéric, et un jour, je vais chez René Frény. J'arrive dans sa salle à manger, il y avait là 15 livres ouverts avec des marque-pages et René me dit, voilà, j'ai trouvé des passages qui pourraient intéresser notre affaire. Alors, dans ce livre, donc, on va retrouver à la fois des textes connus de René Frény, des textes de nouvelles, des textes de romans, mais également, spécialement pour ce livre, René a rédigé une préface et surtout, il a rédigé des textes qui sont inédits. Alors, comment est né ce livre? On peut peut-être demander à la fois à René et à la fois à Frédéric comment est venue cette idée de rapprocher un écrivain avec une photographe, alors que ce n'est pas un livre d'illustration, mais c'est plus un livre d'émotion. Est-ce que, René, tu aurais une idée de... Vous articulez très bien. J'avais envie de vous embrasser, mais vous êtes très mal coiffé. Frédéric, Oui. explique-nous plutôt comment ce livre est né. Ce livre est né, moi je déambulais dans Marseille
en cherchant des motifs de noir et blanc pour un projet que j'avais l'un sur l'autre. Et malheureusement, j'avais les textes de Frény qui se mettaient devant mon objectif. Et je suis rentrée un soir à Manosque et ces deux personnes étaient en train de boire un café. Et je dis, vous me gâchez tout. J'ai dit, maintenant, je ne peux pas me promener dans Marseille sans penser, voir, respirer Frény. C'est pas juste. Et c'est là que, en fait, Bernard a dit, génial. Pourquoi tu ne photographies pas Frény? Enfin, les textes de Frény. Et c'est comme ça que c'est parti. Je veux dire, après comment j'ai travaillé, mais en fait, c'est venu de là. En fait, c'est Bernard qui a dit, tiens, pourquoi pas? Voilà. Et après, oui, après René a cherché les textes, mais moi les photos, et c'était très, 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 très difficile. Il ne fallait pas faire un guide touristique, il ne fallait pas faire des belles photos de Marseille. Vous avez autant de bons photographes ici qui ont fait des choses déjà extraordinaires sur cette ville. C'était pas du tout le but du jeu, c'était tout modestement d'essayer de rendre un esprit Frény. Voilà. Déjà, ça oui. peut évoquer cette photo, René? Les Catalans, je reconnais le sable des Catalans. Je crois que dans le monde entier, tout le monde reconnaît le sable des Catalans. Et cette paire de jambes et de cuisses magnifiques m'évoque le premier baiser marseillais. J'avais 14 ou 15 ans. Et j'ai embrassé une jeune fille dont j'étais amoureux depuis l'âge de 6 ans. Détournement de mineur, peut-être? Je suis tombé amoureux à l'âge de 6 ans. Mais elle avait 6 ans. J'ai vu passer dans mon quartier, à Château-Rambert, où j'ai grandi, une petite fille qui était plus belle que le jour et la nuit. Elle avait 6 ans, comme moi. Elle s'appelait Suzon. Et elle était si gracieuse, si légère, si jolie que j'en ai perdu l'appétit et pendant des années, je ne pensais qu'à Suzon. C'était une passion. Et je pense qu'à l'âge de 6 ans, si vous vous souvenez de votre premier amour, il est souvent très très tôt. Et j'en ai rêvé de Suzon, mais pendant des années, je trouvais qu'aucune femme, aucune jeune fille n'était aussi belle que cet enfant qui grandissait. Et à 14 ou 15 ans, comme je n'allais pas trop à l'école, j'ai été renvoyé chaque année, je développerai si vous voulez, renvoyé des collèges, renvoyé des lycées. Dès les beaux jours, j'allais, comme tous les jeunes Marseillais qui n'allaient pas à l'école, aux Catalans. Alors à l'époque, les Catalans étaient payants, mais on savait comment rentrer gratuitement, par le fond, par la raquette, là-bas, on savait comment rentrer. Et je vois la petite Suzon, qui n'était pas meilleure élève que moi, et qui préférait le sable des Catalans à des cours de latin. Elle était là, bronzée, dès le début du printemps, et si jolie qu'on s'est embrassés. Mais Suzon était fiancée, parce qu'à l'époque, à Marseille, on se fiançait très tôt. Et à 14, 15, 16 ans, elle était déjà promise à un garçon qu'elle aimait et qui était amoureux d'elle. Et on s'est embrassés toute la journée avec Suzon, et Henri, qui était un ami de Château-Gomer, un grand ami, a appris que j'avais embrassé, parce que les Catalans, c'est public. Donc, on vous voyait de la balustrade, on vous voyait de... Et tout le monde avait vu que j'embrassais Suzon. Et donc, il a voulu me tuer. Et comme je ne voulais pas qu'il me tue, je suis parti en Ardèche. Et il m'a poursuivi avec sa moto, il m'a retrouvé dans un village qui s'appelait Saint-Martial, on s'est regardé, je me suis demandé à quel moment il allait me tuer. On a éclaté de rire tous les deux, on s'est serrés dans les bras, il ne m'a jamais tué, et on est restés amis durant toute notre vie, malgré ce baiser à la petite Suzon. C'est une anecdote de voir ces cuisses-là, mais voilà ce que ça m'évoque. Oui, c'est pour ça, je ne cherche pas des lieux à chaque fois, mais des atmosphères, et René en parle souvent dans ses livres, donc la raison de cette photo. Alors ça, forcément, ça va t'évoquer quelque chose. Alors, c'est bien entendu, pour moi, le plus beau bâtiment, c'est peut-être, avec la vieille charité, le Fort Saint-Jean. Et le Fort Saint-Jean, contrairement aux Catalans,
était gratuit, puisqu'on appelait ça pierre plate. C'était au bout du Vieux-Port, sous les murs qui étaient noirs. À l'époque, le Fort Saint-Jean était très sombre. Maintenant, il est blond, il est rose, cette pierre est fabuleuse. Mais à l'époque, c'était comme la Vieille Charité. J'ai vécu 15 ans à côté de la Vieille Charité. Mais là, nous allons nous baigner chaque fois qu'on n'allait pas à l'école, avec cette bande de garnements que je retrouvais en bas de la Canebière. On allait se baigner à pierre plate. Et un matin, j'arrive, on devait être fin avril, à Marseille, on se baigne très très tôt, surtout quand on a 12 ans, 13 ans. Je vais à Pierre Plate, je me déshabille, enfin, comme j'étais censé être à l'école, je n'ai pas de maillot de bain, j'étais en slip. Et je plonge, je traverse jusqu'au Pharo, je traverse la passe, et quand je reviens, mes vêtements avaient disparu. Bien entendu, les minots, et qu'est-ce que je fais ? Je me planque entre 2 blocs de rochers et j'attends. Et quelques minutes après, un autre minot est arrivé, s'est mis en slip à plonger, donc j'ai pris ses vêtements, je suis parti. Et j'imagine que jusqu'au soir, des minots ont pris les vêtements et le dernier couillon qui restait en slip, il a dû traverser la ville. Mais c'est ça Marseille. C'était la plage des Catalans, c'était Pierre Plate, c'était chaque photo de Frédéric m'évoque bien entendu ces anecdotes d'enfance, ces souvenirs. Alors, je suis devenu beaucoup plus tard écrivain, mais je pense que le premier grand livre que j'ai lu, avant de lire Balzac, Dostoïevski ou Giono, c'est le grand livre de Marseille, et je crois que le plus grand roman, cette ville est plus romanesque, on en parlera tout à l'heure, de ce contraste qu'il y a entre la noirceur que l'on voit dans les journaux, et qui est réelle aussi, la noirceur du crime, des règlements de compte, de tout ce que j'ai vu au Baumette pendant 30 ans, et en même temps, le miracle de cette rade, de la beauté de cette lumière, de ces façades. Cette ville, elle est unique de lumière et de beauté, et en même temps, c'est peut-être l'une des plus sombres de France quant aux faits divers. Et c'est ce contraste qui attire beaucoup d'écrivains, de journalistes, de gens qui regardent cette ville avec des yeux romanesques. Oui, là, c'est plutôt... Ah, pardon. Voilà. C'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Tu dis quelque chose ou je prends la parole ? Alors bon, oui, les vieux quartiers, j'ai vécu pendant 15 ans 13 montées des Accoules, mais je vois à côté je parlais de la petite Suzon, mais je me demande si à Marseille il n'y a pas que des petites Suzon. C'est effectivement la ville la plus sensuelle que je connaisse. C'est pas que les femmes soient plus belles qu'à Bordeaux, à Lyon, à Paris ou ailleurs, mais elles sont moins vêtues dès le mois de mars. Et ce qui fait qu'il y a une sensualité dans les rues dès le mois de mars, et pas simplement sur les roches blanches de la Corniche. Partout, vous le savez très bien, hein, vous êtes bronzé, vous êtes blonde. Dès le mois de mars, Marseille est une ville d'une sensualité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est ce que m'évoque cette photo. Oui. Oui, là, je ne tente pas d'illustrer ce que dit Frény, malgré que cette photo évoque un passage particulier. Il décrivait qu'il vivait avec son ami sous les toits et qu'il était amoureux de la copine de cet ami et qu'il les entendait s'aimer et qu'il ne pensait par là qu'au sein de cette femme. Donc je ne cherche pas, quand on lit beaucoup de romans de René comme je l'ai fait, on est habité par j'allais dire presque le pouvoir de ces mots qui naturellement m'ont guidée. Et là, au point de vue, j'ai quand même essayé de faire un tantinet quelque chose d'artistique. Et pour moi, c'était le drap qui rappelait le nuage, ou le nuage qui rappelait le drap. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette combinaison de photos dans le livre, pour justement évoquer la jalousie de René à l'époque et de cette ambiance qui se répercute dans tout le livre. C'est-à-dire, oui, on voit la naissance d'une poitrine, d'un sein, et je pense que les gens comme moi, qui ont la passion de la beauté d'une poitrine, la passion des seins, j'ai tété ma mère jusqu'à 3 ans et demi. Et j'avais des lunettes, je parlais couramment, et je tétais. Je n'arrivais pas, ma mère n'arrivait pas à me décrocher et je pense que c'est déjà la meilleure des écoles quand on tète si longtemps. Les voisines rentraient à Château-Gombert chez ma mère et disaient, mais enfin, c'est obscène, cet enfant porte des lunettes, il parle, il tète toujours. Et ils ont été obligés de m'envoyer dans les Alpes pendant 1 mois et demi, parce que
rien d'étonnant qu'ensuite un homme soit fasciné par... Et il y a une anecdote qui est comique d'ailleurs, hein. Comme je parle des scènes des femmes dans tous mes livres, j'ai reçu une lettre un jour, un papier cartonné chez moi. J'ouvre l'enveloppe et il y avait une grande photo à l'intérieur, noir et blanc. Et cette photo, ce n'était qu'une paire de seins. Je regarde la photo, très belle, enfin surtout les seins. Et il y avait une lettre épinglée dessus. J'ouvre la lettre et la lettre disait « Je suis facteur à Privas, en Ardèche. J'ai lu tous vos romans. Je crois que nous partageons la même passion, les seins des femmes. J'aimerais que vous parliez des seins de ma femme dans votre prochain roman. » Donc, il m'a envoyé les seins de sa femme. Donc, je suis monté chez moi avec une... À l'époque, j'avais divorcé, donc je vivais seul. J'avais une copine, mais je vivais seul. Et j'ai mis la photo, les seins de la femme du facteur, sur le compotier, et je mangeais en regardant cette poitrine magnifique. Mais j'avais une copine qui avait les clés, et elle a surgi un samedi après-midi, et elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu regardes ?» Mais je lui ai dit « C'est les seins de la femme du facteur. » Alors elle a regardé, elle a reconnu que la photo était belle. Et comme elle est très tolérante, je lui ai dit « Mais toi aussi, tu as de très jolis seins. On pourrait peut-être remercier le facteur. » C'est ce que nous avons fait. Nous avons remercié le facteur. Et quelques mois plus tard, le facteur m'a écrit. Il m'a dit « Je pense que vous ne parlerez jamais des seins de ma femme. Je vous envoie le scénario de votre prochain roman. » Et il m'a envoyé le scénario qui était un roman d'abord très érotique et qui se terminait dans un bain de sang parce que être amoureux des seins de la femme d'un copain, c'était un roman noir. Il m'a envoyé le scénario d'un roman noir. C'est vous dire à quel point, quand on lit un roman et qu'on s'identifie parfois au personnage, ça peut aller très loin. Tu veux parler de ça? Bon, ça, c'est à la fois le café des Danaïdes, dans lequel tu jetais ton cartable avant d'aller à l'école. J'étais banlieusard, donc j'habitais Château-Gambert. J'allais en ville, comme on disait, au centre-ville, à l'école, au collège, au lycée. Et donc, comme je n'allais pas à l'école, je jetais mon cartable derrière le comptoir des Danaïdes, qui est une brasserie historique. Hein. Et c'était là que s'arrêtait le numéro 5, qui arrivait, Château-Gambert, Saint-Mitre, Saint-Jérôme, Saint-Just. Je descendais là et je jetais mon cartable dans le premier bistrot. Et je partais avec une bande de garnements qui se retrouvait au chapitre, là, sous les Réformés, et on partait déambuler. Et à l'époque, la Canebière était une avenue fantastique de cinéma. Il y avait une dizaine de cinémas, l'Odéon, le Capitole, etc. Et on essayait de rentrer à l'œil dans les premiers cinémas qui ouvraient. Et le premier qui ouvrait à l'époque, pour les Marseillais qui se souviennent, c'était le Cinéac, un petit cinéma qui était au croisement boulevard Garibaldi-Canebière. Ça coûtait 1,55 francs et c'était le premier qui ouvrait. Et donc on se cotisait, on donnait 1,55 francs à l'un de nous qui prenait une place, qui rentrait et qui venait nous ouvrir l'issue de secours. Et on s'engouffrait tous, parce que l'hiver, il y a souvent le Mistral, il fait froid. Et on voyait le film en boucle 3-4 fois. Alors c'était les westerns de l'époque, les films de John Ford, c'était les films d'Hitchcock. Mais je les connais par cœur et je les revois encore à la télé avec beaucoup de plaisir, parce que je les voyais toute la journée. Et voilà, mes journées se passaient souvent dans les cinémas et on récupérait nos cartables aux Danaïdes. Et si tu parlais un peu, Frédéric un peu, oui. Oui, c'est une zone sensible entre les mots et le regard. Je pensais toujours aux jambes des femmes quand je suis passée par ces chemins de ces petites ruelles de l'Estac qui sont absolument extraordinaires. Et René parle beaucoup dans ses livres des petits jardins qu'ont tous les Marseillais, où là peut-être me dit la citation, où les voisins nous regardent, mettez un parasol pour qu'on ne regarde pas, on les regarde pas boire leur pastis. Ces petits jardins qui sont particulièrement petits à l'Estac m'ont fasciné, m'ont fait penser aussi à ces passages. Et quant aux tuiles, je ne sais pas, certains de vous certainement connaissent cette histoire qu'avant les femmes faisaient les tuiles sur leurs cuisses. Et j'ai trouvé que c'était, enfin pour moi, une image, c'est comme un petit peu Carmen, en roulant les tabacs dans la tabacalera.
j'ai pensé que c'était une image particulièrement érotique de s'imaginer ces femmes lissant, comme on le voit sur... C'est pour ça que j'ai fait ce plan sur justement ce lissage. Elles lissaient les tuiles sur leurs cuisses. Et je trouve ça... Enfin, j'ai trouvé ça une très très belle image. Voilà la raison de cette photo qui rappelait justement les jambes des femmes dont parle souvent René. Mais les touristes et les étrangers, quand ils arrivent à Marseille, ils voient une ville minérale. Parce que quand on est dans les rues, on n'imagine pas que derrière chaque maison, il y a un petit jardin. Même au Panier, dans certaines rues, derrière, il y a des petits jardins partout, alors qu'on ne voit que des façades. On se dit, mais il n'y a pas un arbre dans cette ville. Et c'est une ville criblée de jardins. C'est pour ça qu'elle me plaît beaucoup, parce que à Château-Gombert, où j'habitais avec mes parents, au 2e étage, dans une petite rue, il y avait derrière chez nous un tout petit jardin qui devait faire 60 mètres carrés. Mais dans ces 60 mètres carrés de jardin minuscules, il y avait un prunier et un abricotier. Et le nombre de cabanes que j'ai pu construire et m'inventer des histoires dans ces cabanes, dans ce mouchoir de poche de jardin, eh bien, je crois que c'est là que se construit l'imagination, quand on fait une cabane dans un jardin, qu'on y reste des jours entiers à rêver tout seul, à regarder les voisins. C'est là que se construit l'imagination. Dans les rues, bien sûr, mais le côté jardin est très important. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore le côté rue, parce que beaucoup de parents ont peur de laisser sortir leurs enfants, et il y a beaucoup moins peut-être d'imaginaire. On s'aperçoit quand on lit les romans aujourd'hui qu'on a du mal à trouver un Giono, un Pagnol, un Zola, et je pense que l'imagination, elle se forge, elle se crée dans les petits jardins. Moins il y a de choses à faire, plus on s'ennuie et plus on invente. Et les histoires que je me suis inventées dans cette cabane, alors qu'il y avait 3 brins d'herbe, 2 rosiers et un abricotier, je pense que c'est essentiel dans l'enfance d'être seul souvent. Et je repense à l'anecdote de Saint-Exupéry, ce très grand écrivain qui écrit Le Petit Prince. Il écrit Le Petit Prince après avoir débarqué à New York, et il voit un minot assis sur le trottoir qui regarde le ruisseau. Et pendant de longues minutes, ce minot est prostré, il regarde. Saint-Exupéry s'approche, et il voit que ce petit Américain regarde 2 cailloux dans le ruisseau, dans la rigole. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu regardes ? Et l'enfant sort de ses rêves et lui dit, mais je regarde mes bateaux. Il y en a un qui coule et l'autre qui vient juste de brûler. Et là, Saint-Exupéry se dit, pour écrire, il faut retrouver la main de l'enfant qu'on a été, il faut redevenir un enfant. C'est comme ça qu'est né Le Petit Prince. En regardant cet enfant construire tout un port, une flotte à partir de 2 cailloux. Et ça, c'est le mérite des jardins. Marseille a des milliers de jardins, mais ça, quand on arrive à la gare Saint-Charles, on ne le sait pas. Donc là, on a parlé de cette fameuse prison des Baumettes. Oui. J'ai dit tout à l'heure, en introduisant, que René n'avait fait aucun séjour en tant que détenu, mais il est resté quand même 25 ans, 30 ans, à faire des ateliers d'écriture. Donc il venait quasiment 3 fois par semaine dans ce centre de détention. Et bon, évidemment, c'est un lieu qu'il connaît par cœur. C'est-à-dire que quand j'ai publié mon premier roman, en 88, j'ai eu un coup de fil du ministère de la Culture à Paris qui m'a dit « Vous racontez vos 6 mois de prison militaire ». J'avais fait 6 mois de prison militaire pour désertion, dont j'avais été récupéré, condamné à 6 mois, et j'étais resté 6 mois dans un cachot. Et c'est dans ce cachot que j'ai découvert la lecture, alors que je n'avais rien lu, peut-être 3 mauvais polars que j'avais lus au jardin zoologique quand j'avais 16 ans, parce que j'allais passer mes journées au jardin zoologique, et j'avais lu 3 polars, mais je n'avais rien lu. Et c'est dans cette prison que j'ai lu peut-être 200 romans, quand j'avais 19 ans, incarcéré, et 20 ans plus tard, j'écris mon premier roman, Les Chemins Noirs. Et le ministère de la Culture me dit, puisque vous avez connu la prison, et que vous avez découvert la lecture avec Jean Giono en prison, accepteriez-vous d'aller faire écrire des détenus ? Donc j'ai commencé dans la vieille prison d'Avignon, qui est fermée aujourd'hui, Sainte-Anne. Pendant quelques années, j'ai fait écrire 12 détenus à Avignon.
puis le ministère de la Culture m'a envoyé à Luynes avec des mineurs le matin. Si vous voulez, après, il y aura un temps de débat entre nous, parce qu'il faut que ce soit très, très vivant, très amical. On pourra parler de ça, de ce qu'écrivent les détenus, les jeunes et les moins jeunes. Donc j'ai travaillé à Luynes, et puis j'ai basculé au Baumette. Et pendant plus de 20 ans, je suis allé plusieurs fois, 2 fois par semaine, puis une seule fois par semaine, au Baumette. Et donc là, bien sûr que je pourrais écrire des romans et des romans sur cette prison, parce que de toutes les prisons que j'ai faites en France en tant que visiteur, animateur, c'est la plus puissante en émotion, parce qu'elle est à l'image de Marseille. Elle est extrême, tout s'y passe, les odeurs sont différentes, les faits divers, comment ils s'expriment, comment ils se racontent, comment ils écrivent, tout est particulier au Baumette. Donc j'ai écrit mes romans noirs, mes romans policiers, en écoutant les anecdotes. J'ai connu certes des gens célèbres, j'ai connu Jackie Imbert notamment, celui qu'on appelle le Mat, je l'ai connu pendant des années, il venait dans mon atelier d'écriture, puis il m'a invité chez lui à Fuveau, donc il m'a raconté toute l'histoire depuis les règlements de compte avec Zampa et toute l'histoire de Marseille. Donc c'est passionnant, ce qu'on apprend dans les prisons, c'est absolument passionnant. Bien entendu que c'est sombre, c'est cruel, mais si je commençais à vous raconter les anecdotes il y en a une qui est légère, tiens, puisqu'on est quand même, on n'est pas là pour être dans le deuil. Il y en a une qui est très, très, très comique, je trouve. Un jour, je l'ai fait écrire sur qu'est-ce qui vous manque le plus. Donc j'étais au bâtiment D, le bâtiment le plus haut, et c'est là qu'on mettait les longues peines. Les longues peines. Et je leur dis, qu'est-ce qui vous manque le plus ici depuis des années ? Alors, bien entendu, certains me disent le corps d'une femme, la beauté d'une femme. Et l'un me dit, moi, j'ai complètement oublié le corps d'une femme. Il y a 13 ans que je suis là. Moi, ce qui me manque, ce qui me réveille la nuit, c'est le goût d'une côte de bœuf. Je sens dans ma bouche l'odeur, la saveur d'une côte de bœuf. Et je me dis quand même, bon, faire entrer une femme, c'est compliqué, mais une côte de bœuf. Et mes ateliers d'écriture marchent parce qu'il y a cette complicité avec eux, malgré tout. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, donc nous parlons de tout. On écrit sur tout, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de morale. Voilà, moi je leur dis, il n'y a que la littérature qui m'intéresse et votre style avant tout. Donc on discute de tout. Et arrivé chez moi, je dis à mon cuisinier, tiens, prépare-moi là où je mange souvent, le restaurant, prépare-moi une côte de bœuf. Et quand je descends à 1h, il m'avait préparé une côte de bœuf qui devait faire 800 grammes, enfin un truc énorme. Je lui dis quand même, c'est un peu gros pour entrer au Baumette. Et il me met la côte de bœuf dans du papier qui n'est pas métallique, parce que ça sonne quand on rentre. Et donc j'arrive au Baumette, je sors de mon cartable la côte de bœuf, parce que je suis fouillé, et je la mets dans mon pantalon. Et je rentre au Baumette. Alors, bon, il faut quand même que je vous mimer la scène, c'est plus rigolo. Je rentre avec mon cartable, je glisse la côte de bœuf dans mon pantalon, et je commence à marcher dans le... Tu crois ? Je commence à avancer dans le couloir. Et là, ce jour-là, j'avais un slip peut-être un peu fatigué, la côte de bœuf glisse. Et je la sens qui est très lourde. J'avais mon petit cartable. Et plus j'avançais... Alors, les Baumettes, ça suit la colline. On monte les escaliers. Et moi, il fallait que je traverse toutes les Baumettes avec ma côte de bœuf qui glissait. Donc, j'avançais. Et plus elle glissait, plus je rapetissais. Et j'ai croisé à un certain moment le directeur et la surveillante chef. Le directeur me dit, Monsieur Frény, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai fait un tournoi de Sixte avec des jeunes, mais trop jeunes. Je me suis déchiré la cuisse. Et je suis arrivé au bâtiment D, mais je mesurais 70 cm. Et le détenu, quand il a vu que il m'a dit, quand il est sorti de prison 7 ans plus tard, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait dans cette prison, c'est le plus beau cadeau de ma vie, il avait encore sur la langue le goût de la côte de bœuf. Et c'est pour ça que les ateliers marchent, parce qu'on ne peut pas se contenter d'être un professeur, un éducateur, et de faire son métier simplement. C'est un lieu où il faut créer une empathie, il faut créer une confiance, voilà, donner confiance. Les mecs qui sont en prison, que ce soit à Luynes ou au Baumette, c'est des minots comme moi qui ont tout raté. Ils ont raté l'école, ils ont été rejetés. Tous les voyous sont des échecs scolaires. Heureusement que tous les échecs scolaires ne sont pas des voyous. Mais tous les voyous
sont des échecs. J'ai été un échec scolaire. Et donc, je sais comment leur parler, je sais comment les faire écrire, parce qu'ils ont confiance en cet échec scolaire, parce que je leur ressemble. Et je crois que c'est ça le principe, cette confiance. Tout est possible avec eux du moment qu'ils ont confiance. Oui, moi, il y a une phrase qui m'a énormément émue dans le livre, c'est quand René va, dans un autre contexte, va également un autre jour rendre visite aux détenus. Et quand il rentre, un détenu dit « J'aime quand tu viens me voir parce que tu sens la femme, tu sens la voiture et tu sens la forêt. » J'ai trouvé ça très très beau et ça m'a émue parce que quand j'ai fait les photos des Baumettes, je suis montée sur la montagne en face avec un gros objectif parce que je me suis dit, bon, la prison, il faut la photographier. Comment vais-je Alors, il y avait beaucoup de photos. J'ai pris celle-là parce qu'il y a le parallèle de la sensualité, toujours aussi à chaque visite de René dans cette prison. Ces deux lignes. Et d'un côté, il y a du love dans l'air qui est toujours présent, et de l'autre côté, c'est l'agressivité de ces murs, ces verres. Et pour moi, j'avoue que ça a été j'ai beaucoup pleuré. Là, Bernard était avec moi parce qu'il m'avait aidé à crapahuter dans les montagnes afin de pouvoir faire avec l'objectif des photos. Je ne savais pas ce que j'allais photographier. J'ai photographié des détenus, mais j'ai eu honte de mettre... Il y avait des photos intéressantes, j'avoue, que je n'ai pas osé mettre dans ce livre parce qu'elles faisaient très mal. Et c'était la première fois pour moi. On a assisté du haut de cette colline à la sortie des condamnés à perpétuité, et ils se sont mis à crier, mais à hurler. Je ne savais pas. Bernard m'a dit oui, en général ils font ça. Je me suis assise et j'ai pleuré pendant 10 minutes. Ça m'a énormément touchée. C'est l'une raison pour laquelle j'ai renoncé à d'autres photos, parce que pour moi, elles étaient trop fortes, C'était presque du voyeurisme, j'ai eu honte. Donc c'est pour ça que je m'en suis tenue assez mûre. Voilà. D'ailleurs, il y a de gros problèmes avec le voisinage des Baumettes, parce que tous les soirs, il y a souvent des femmes qui viennent parler par-dessus le mur à des détenus, et ils hurlent toute la nuit. Donc il y a des gens qui ne dorment plus. Mais ces histoires d'amour par-dessus le mur, j'avais dans mon atelier un détenu qui s'appelait Pierre. Il était là, il venait de prendre 15 ans de prison, des règlements de compte entre voyous, mais bref. Et la juge disait à Pierre: puisque vous ne voulez pas avouer et votre femme vous soutient, dit que vous étiez là, plus de parloir. Et pendant 6 mois, plus de parloir, donc ils ne se voyaient plus au parloir pour se caresser, pour parler. Et elle me disait, mais comment je pourrais faire pour voir Pierre par-dessus le mur ? Donc j'ai compté les cellules, c'était la 8e cellule du 3e étage, et je lui ai dit, tu achètes des jumelles très puissantes, et quand la lumière dans les cellules s'allume, tu le verras. Et pendant des jours et des jours, Dominique est venue avec ses jumelles, et elle voyait Pierre en train d'écrire dans sa cellule la lettre qu'elle allait recevoir 2 jours plus tard. Et toute la nuit, elle le regardait écrire cette lettre. Et un jour, elle m'a donné un stylo Montblanc parce qu'elle voulait le voir écrire avec un stylo Montblanc. C'est des histoires qui paraissent très simples, mais un cadeau tout simple comme un stylo Montblanc, comme un morceau de côte de bœuf, c'est pour eux un roman. Oui. Tu veux dire quelque chose sur la rencontre ? Oui, là, c'est la place des Moulins. Donc ça, c'est quelque chose qui évoque... pour l'un et l'autre, une rencontre assez intéressante. Mais c'est là que j'ai découvert Frédéric. Moi, pendant que j'habitais au Panier, pendant 14 ans, souvent, dès la belle saison, je montais sur la place des Moulins, sur un banc, lire. Je regardais les minots courir et je lisais. Et ce soir-là, j'ai vu arriver Frédéric avec un très bel appareil photo. Et elle m'a dit, vous êtes René Frény. Elle avait lu, je crois, un de mes romans. On a commencé à discuter. Et c'est là que nous avons décidé de nous revoir. Et le livre, il est né ce soir-là, oui, sur la place des Moulins, sur ce banc. Parce que pendant des années, j'allais lire là-haut, sur la place des Moulins. Oui, pour la petite... Enfin, pas de petite histoire, mais ces photos sont sur le vif. Elles ne sont pas travaillées. Ce sont, oui, dans le sens de l'écriture de René, ce sont des images spontanées et le livre n'a pas été mis là, le livre était là. Je voulais juste dire que ces photos ne sont pas truquées, elles ne sont pas retouchées.
C'était vraiment spontanément. Et c'est l'âme que j'ai voulu donner à ce livre, dans cette zone toujours dangereuse entre le mot et la photo. Oui, et pour le dire, ce ne sont pas des photos voulues. Voilà. Bon, ça, c'est ton... Donc oui, ça, c'est clair. la vieille charité, mais qui était à ton époque pas du tout ça comme ça. La ville de Marseille, elle a retrouvé ce joyau, parce que c'est avec le Fort Saint-Jean, pour moi, ce sont les joyaux. Hein. Quand j'étais plus jeune, nous allions dans la journée chercher des pièces détachées dans la vieille. Parfois, on en amenait nous-mêmes parce qu'il nous arrivait de piquer une mobilette, de la démonter. Et c'était le marché aux pièces détachées. Dans les années 60, au début des années 60, quand j'avais 12 ans, 13 ans, on allait chercher des pièces détachées. Il y avait encore quelques clochards, quelques vieilles bonnes sœurs, des gens qui vivaient dans les grandes cellules. Ça a été une prison. Ça a été une prison, puis ça a été un endroit où on enfermait les clochards, les fous, jusqu'à ce qu'on ouvre la vieille prison Chave. En 1850, il y a eu la répartition entre les fous et les délinquants, entre les criminels de droit commun et les malades mentaux. Mais jusque-là, tout le monde était enfermé à la vieille charité. C'était une prison. Une prison, c'est un bâtiment qui a au moins 300 ans. Donc, en 1850, Marseille a construit la prison Chave, où mon père, d'ailleurs, a été incarcéré pendant 1 an. En 1943, mon père était cheminot. Il nettoyait les wagons à la gare Saint-Charles. Et puis, les Allemands sont arrivés, ont occupé le sud de la France. Et en 1943, mon père prélevait régulièrement quelques kilos de marchandises dans des trains qui partaient vers l'Allemagne, hein, nos ennemis, des marchandises qui arrivaient souvent d'Afrique du Nord. Et il n'avait qu'un vélo, mon père. Il sort de la gare de Saint-Charles avec dans ses sacoches 8 kilos de marchandises. Il monte à Château-Gombert, où il vivait, et il est arrêté par 3 policiers français. Mais les policiers français, pour la plupart, travaillaient dans la collaboration, suivaient les ordres de Pétain ou du préfet. Et on a fouillé ses sacoches, on a pensé qu'il faisait du marché noir, et ces 3 flics auraient pu fermer les yeux. Ils l'ont arrêté, il a été jugé et il a fait 1 an de prison dans la vieille prison Chave qui a été détruite en 1955 et qui était déjà remplacée par les Baumettes. Les Baumettes ont été construites à partir des années 33, 34 et c'est les Allemands qui ont terminé la prison des Baumettes. Donc la prison Chave existait encore pendant la guerre et il y avait des résistants, il y avait des juifs, on incarcérait encore beaucoup là-bas. Et mon père est sorti, il avait perdu 25 kilos, il était couvert de gale, il était à moitié mort. Parce qu'on mourait dans les hôpitaux psychiatriques et on mourait dans les prisons pendant la guerre. Donc, cette histoire m'a marqué. C'est ma mère qui me l'a raconté quand j'avais 8 ans. Et ça m'a profondément marqué, surtout qu'elle me lisait en même temps le livre de Victor Hugo, Les Misérables, l'histoire de Jean Valjean. Et je crois que j'ai identifié un peu mon père à Jean Valjean, cet homme qui passe 19 ans au bagne pour presque rien. Donc, j'ai eu du mal par la suite à croire en la justice, hein, selon que vous serez puissant ou misérable. Et donc, j'ai eu du mal à croire en la justice parce que 8 kilos de marchandises volées à nos ennemis, 1 an de prison, j'ai trouvé que c'était très lourd payé. Donc, j'ai fait diversion, je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé de mon père, mais on était dans la vieille charité. La vieille charité, je l'ai connue dans cet état de délabrement. Il y avait des feux partout, il y avait des pièces détachées, il y avait une misère là-dedans. Et puis, la mairie en a fait miraculeuse. Voilà. Donc, en tout cas, voilà comment les prisons ont évolué de la vieille charité à la prison Chave, de la prison Chave aux Baumettes, et aujourd'hui, les nouvelles Baumettes. Voilà. Oui, là j'interromps. Bernard avait oublié de vous dire, si quelqu'un a quelque chose ou une question à poser, même avant que nous passions à la discussion après, ou quelque chose à ajouter, vous êtes volontiers invité à le faire. Je crois qu'il y a un micro ambulant qui se promène là-bas. Si quelqu'un a le désir, l'envie de nous enrichir par quelque chose, une anecdote ou quelque chose, voilà, quelqu'un dans les premiers rangs, le micro arrive. On va
passer à... Je dois appuyer quelque part. Non, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui. Oui, je voulais vous dire, rebondir sur la Vieille Charité. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une exposition des habitants qui avaient connu qui étaient donc, ils devaient avoir 60 ans, 70 ans ou davantage. Parlez bien dans le micro, parlez bien dans le micro. Qui étaient donc des commerçants à l'intérieur, les enfants qui jouaient, après ce que disait M. Frény, bien sûr. Et donc il y avait des témoignages qui étaient enregistrés. Parlez dans le micro. Ah, charité. Oh, formidable. C'était formidable, franchement, c'est formidable d'entendre tous ces gens raconter leur enfance, etc. Dans cette vieille charité qui après a été réhabilitée. Parce que moi j'ai travaillé en HLM, et on faisait des travaux de réhabilitation qui ont commencé les grands travaux qui sont à jour maintenant, quoi. Voilà. Mais ces témoignages étaient merveilleux. Il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques mois seulement, qu'il y avait cette exposition de photos et de témoignages sonores. Merci. Il ne marche pas trop bien le micro, là. Il faut appuyer quelque part, peut-être, non ? On passe. Il fait la police. Autre chose ? Oui, ce serait bien qu'il y ait une discussion fraternelle comme ça, un peu improvisée. Bon. L'hôtel de police, là c'est moi qui commence, parce que j'ai trouvé cette photo géniale. René m'avait, une fois, on est allé ensemble à Marseille, il m'a montré l'hôtel de police où il avait été incarcéré, du moins en garde à vue, c'est ça ? Et il m'avait décrit la situation qu'il avait choqué alors. Et j'ai trouvé très amusant, moi, que cet hôtel de police soit comme dans des filets de pêcheurs, lui-même pris dans des filets de pêcheurs. J'ai trouvé ça, pour rappeler ton séjour. Oui, que tu peux peut-être nous raconter, je ne sais pas. Disons qu'en 96 heures de garde, j'avais fait 96 heures de garde à vue en 2004. Là, c'est la vieille partie de l'évêché, la première partie. 96 heures de garde à vue, ça m'a donné l'idée d'écrire un roman, parce que ma vie à l'époque était assez romanesque. En gros, j'avais eu besoin de faire appel à un copain des Baumettes, un gros voyou, parce que des voisins très malveillants avaient frappé ma fille qui avait 6 ans. Donc ma fille ne voulait plus sortir, ne voulait plus aller à l'école, ne voulait plus rien faire. Elle était terrorisée. Et comme je ne pouvais pas moi-même me battre contre 4 ou 5 frères cinglés, j'ai fait appel à un gros voyou. Et ce gros voyou a réglé ça en 5 minutes. Pour lui, c'était rien du tout. Et pour le remercier, j'ai ouvert une boîte de nuit et un restaurant. C'était une erreur, sans doute. J'ai ouvert avec ce gros voyou qui était sorti de prison une boîte de nuit qui était très belle d'ailleurs et un restaurant où on mangeait très bien. Et quelques mois plus tard, j'ai été arrêté à 7 h du matin et on m'a descendu à l'évêché. Et j'ai fait 96 heures de garde à vue. Et je dois dire que quand je vois des gens comme Sarkozy, excusez-moi, je ne voulais pas faire de politique, mais quand je vois Sarkozy faire des gardes à vue avec ses avocats, ses cravates, etc., manger chaud à midi, ressortir le soir, ce n'est pas du tout les gardes à vue qu'on fait à l'évêché. Moi, j'ai dormi par terre pendant 3 nuits. On mangeait un petit pain au lait le soir. On était menottés dès qu'on sortait. Et il fallait taper pendant 3 heures pour aller faire pipi, parce qu'il n'y avait pas de toilette, bien sûr, dans les geôles. Mais on attendait 3 heures, et la plupart d'entre nous pissaient contre le mur. Et on dormait par terre, il n'y avait pas de matelas. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes gardes à vue qu'on voit quand c'est des gens comme Sarkozy. Et je parle de Sarkozy parce que je me fais un peu plaisir, mais il y a des détenus, des jeunes détenus à Luynes. Quand j'animais mes ateliers d'écriture à la prison de Luynes, Sarkozy a eu cette phrase fabuleuse. Il a dit « Si vous n'avez pas une Rolex à 50 ans, c'est que vous avez échoué votre vie ». Et les minots qui avaient 16 ans, 15 ans, m'ont dit « Mais nous, à 13 ans, on avait une Rolex ». Le problème, c'est qu'on est là. On est en prison, bien sûr. On n'a pas attendu 50 ans pour avoir une Rolex. Mais quand je vois ce qui se passe, il a 50 Rolex, certes, mais il n'a fait que 19 jours de prison. Et les jeunes, parfois, pour moins que ça, ils font... Alors, je m'avance beaucoup. Je ne voudrais pas lancer une discussion politique, mais je crois qu'il y a quand même 2 poids et 2 mesures. J'en parlais avec mon père tout à l'heure, qui a fait 1 an de prison pour rien, et quand je vois les gardes à vue que certains font et celles que d'autres subissent, je pense qu'il y a quand même... La Fontaine avait raison. Bon, on va passer là-dessus. Bon, là c'est pareil, je m'excuse, mais on n'a pas voulu me laisser photographier le stade. Bon, et j'ai trouvé, voilà exactement, c'est sympa, merci, j'avais espéré.
parce que je me suis dit, zut, l'OM, il faut que ce soit dans ce livre, parce que René, on parle trop, il faut que ce soit dans ce livre. Et j'étais très triste, bon, j'ai oublié ça, je passe devant, là, rien retouché, c'est pas moi qui ai fait les graffitis, hein. Je rentre et je vois l'OM, je t'aime plus que ma femme, je dis, that's it. Ça va faire du moins sourire et ça va être commenté. C'est-à-dire qu'on le dit, on le répète, mais c'est vrai que le football dans cette ville, quand on voit une certaine coupure quand même de la ville, il y a 25 librairies dans une partie de la ville, et il n'y en a qu'une dans les quartiers nord à l'Estac, et je pense qu'il reste le football. Le sport, le football, au moins dans cette ville, permet à ces jeunes de faire et de rêver à quelque chose. Quand j'étais minot, Marseille était une ville beaucoup plus unie. Il y avait une centaine de quartiers, comme on dit, une centaine de villages, et j'ai appris à connaître ma ville en prenant le petit car qui nous amenait jouer, mais qu'on aille à Saint-Louis, à Saint-Antoine, au Merlan, à la Pointe-Rouge ou ailleurs, c'était des quartiers qui se ressemblaient. On avait une équipe où il y avait dans l'équipe certainement des petits Arméniens, des Italiens, des Corses, mais on ne savait pas. Ils s'appelaient Tchikian, mais on ne savait pas de quelle nationalité ils étaient. Mais en tout cas, on jouait au football et c'était fabuleux. Et tous les quartiers se ressemblaient. Et brusquement, malgré tout, la ville s'est un peu scindée. Il y a des quartiers qui ont été un peu plus abandonnés que d'autres. Et je pense que quand je vais au stade Vélodrome, je retrouve une ville. Alors certains me disent, mais enfin, le football, qu'est-ce que ça nous apporte? Et ça apporte quand même un lien dans cette ville. Et tu le vois le lundi matin. Quand l'OM a gagné, la ville est heureuse. Quand l'OM a perdu, la ville est triste. Alors on peut se dire, c'est pas très joyeux de dire ça, mais malgré tout, pour cette jeunesse, au moins le lien social, ça reste cette équipe de football qui ressemble à aucune équipe. Mais ma fille, quand elle avait 12 ans, elle m'a dit, papa, tu vas toujours au stade Vélodrome et tu ne m'y amènes jamais. Alors un jour, je lui ai dit, tiens, il y a PSG-OM, enfin plutôt OM-PSG, je vais t'amener. Et donc, on arrive à Marseille, j'avais pris 2 billets, et on ne va pas traverser Marseille en voiture, donc je gare ma voiture à la gare Saint-Charles, je descends dans les profondeurs des entrailles du métro. Il y avait une queue terrible. Ma fille, elle n'avait jamais vu le métro. Mais il y avait une queue tellement grande pour prendre un ticket que je dis à ma fille, on va sauter le truc. Et elle me dit, la première fois que je prends le métro, tu me fais sauter la barrière. On saute la barrière, on prend le métro, on arrive au stade Vélodrome. Et là, au stade Vélodrome, un OM PSG, vous n'imaginez pas la folie que c'était. Et à la fin du match, au dernier moment, le PSG marque un but 3-2. L'OM perd 3-2. Bagarre générale. Ma fille n'avait jamais vu le stade Vélodrome, elle n'avait jamais vu le métro, elle n'avait jamais vu le stade. Et ce soir-là, mais alors une bagarre monumentale. Et les CRS nous font sortir par derrière en nous disant « Sortez, parce que là, il y en a pour... tout le monde se battait, tout le monde... » On sort et on prend le boulevard Michelet, on cherche une station de métro autre que... Et on voit 4 femmes assises sur un banc. Elles étaient dans des manteaux en fourrure, nues, des prostituées. Et ma fille me dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est des prostituées. Elle m'a dit le soir en rentrant, papa, j'ai plus vu à une soirée à Marseille que dans toute ma vie à Manosque. Le métro, sans payer, la bagarre générale contre Paris, des prostituées à poil en plein hiver. Elle m'a dit, mais à Manosque, en 12 ans, tu ne m'as pas montré. Et ça fait partie de Marseille. Cette folie, cet excès, à la fois la sensualité dont je parlais, mais cet excès dans tous les domaines et dans le football aussi. Et quand j'ai des copains qui viennent me voir, avec qui je vais au stade Vélodrome, ils me disent, mais on voit ça nulle part ailleurs. Même dans des villes populaires comme Lens, comme Saint-Étienne, on ne voit pas ce qui se passe dans ce stade, qui est le plus grand théâtre du monde. Voilà aussi illustrer, pas illustrer, mais s'approcher d'une zone sensible. Ce thème est partout dans les récits de René. Je cite une phrase qui est dans le livre aussi, qui m'a fait mettre cette photo, qui est d'ailleurs trop claire sur l'écran, qui est en vérité beaucoup plus contrastée. Je ne suis pas revenue dans la banlieue où j'ai grandi pour ramasser des olives, je suis venue pour tuer un homme. Donc ça aussi, c'est un leitmotiv dans les livres de René. Et quand on circule dans Marseille et quand on dit comment je peux rendre cette situation, j'ai trouvé que cette luminosité, ces 2 personnes qui se suivent, etc.,
Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas un livre sur Marseille, c'est un livre sur le ressenti, les mots ouvrent la voie, le regard suit, et on essaie de trouver un dénominateur commun. Voilà. Non, c'est les escaliers sur la place. Voilà, exact. Voilà. Tu as quelque chose à dire, à ajouter ou... C'est vrai qu'il y a ce contraste entre lumière et ombre, c'est ce que je disais de Marseille, hein, ce contraste. Quand je sortais à 5 heures des Baumettes et que je m'arrêtais sur la corniche, je sortais de la prison la plus sale de France sans doute, je m'arrêtais sur la corniche et j'étais devant cette lumière inouïe de la rade, avec le château d'If qui était rouge le soir quand le soleil se couche à l'Estaque, le château d'If et le Frioul. Il y a ce contraste-là, là elle n'est pas en couleur, mais on a ce contraste entre la lumière et ombre, et tout Marseille est dans cette photo. Et on pourrait, je demanderais peut-être un jour à Gallimard de te l'acheter pour en faire la couverture d'un roman. Elle est en couleur. Elle est en couleur. Elle est tellement sombre, je n'ai rien eu à faire, c'était comme ça. Oui, on voit un peu la blondeur des murs oui, là-haut. Voilà, mais... exact. Ouais. C'était très contrasté. Mais on vous cède un peu la parole. Ce serait bien qu'il y ait un dialogue entre vous, nous, sur la photo aussi, sur son expérience. On continue, on en montre encore une ou deux. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons ce soir l'élu à la culture, et ça me touche beaucoup. Hein, Monsieur Coppola et mon ami Pascal, qui sont venus, quand même, ça fait plaisir. On va passer peut-être à cause de l'humanité. Là également, là c'est peut-être moi qui parle, cette humanité, j'avoue que j'ai été très touchée, et ça a été une expérience formidable. Ces Marseillais m'ont énormément donné, j'ai été très bien accueillie, et dans tous les quartiers, y compris les quartiers un petit peu louches, où on m'a raconté des histoires, ils m'ont offert leur vie, ils m'ont offert leurs expériences. Là, je voulais donner place à cette humanité que j'ai rencontrée. Là, c'est vraiment un Schnappschuss, comme on dit en allemand. C'est une photo prise sur le vif, sur la Canebière, la dame qui donnait ses bananes à un pauvre homme. Et cette photo est prise vraiment à travers un tram qui partait. Donc, pour vous montrer l'authenticité de ces photos. Et également là, les jambes, René, tu vas dire quelque chose sur les jambes, et à côté des réformés, ces gens qui, vous avez d'un côté cette menace perpétuelle, vous avez des bagarres à gauche, des gens qui s'aiment, des gens qui se battent, des gens qui crient, et vous avez deux personnes qui sont là à s'amuser et à s'occuper d'une petite pie sur le boulevard à côté des Réformés. Moi, ce Marseille m'a beaucoup touchée. On touche à tout, on a tout en même temps, le bon, le mauvais, le rigolo, le sensible, le sensuel, tout. C'est un défi perpétuel, il ne vous laisse pas... il faut réagir, et c'est très bien comme ça. Tu veux dire quelque chose sur les jambes, ou tu en as assez dit sur les jambes? Non, ça en passe. Tu voulais parler de ce... Peut-être le pointu, parce que mon grand-père, qui avait été marin, mon grand-père était corse, et il avait fait l'Indochine, Madagascar, ça a été sa vie. Marin au long cours sur les grandes messageries de l'époque, et mon père avait commencé comme petit mousse sur ses bateaux. Et à la retraite, mon grand-père ne pouvait pas rester chez lui. Il avait bourlingué toute sa vie, donc il a acheté un pointu qu'il mettait en face de la mairie, sur un ponton, et il faisait visiter le château d'If. 3 fois par jour, il amenait une quinzaine de touristes au château d'If. Et le jeudi et le dimanche, très souvent, je montais sur sa barque et il m'amenait. Et il avait trouvé ce truc pour accoler un peu les Belges, les Suisses et les Parisiens. Il racontait au bord du quai l'histoire de Monte Cristo. Comment on jette Edmond Dantès dans cette prison sordide, le château d'If. Mais la grandeur du roman d'Alexandre Dumas, c'est d'avoir inventé des geôles, des cellules sous terre qui n'existent pas. Et la première partie du roman, qui est la plus belle, la plus mystérieuse, c'est ces 14 ans passés par l'abbé Faria et par Edmond Dantès dans ces cachots qui n'existent pas.
et qui sont sortis de l'imagination. Parce que quand on va au Château d'If, on voit que tout est construit sur la roche, il n'y a pas de... Mais le miracle de ce roman, c'est l'imagination, et on s'aperçoit que l'imagination d'un écrivain est souvent plus grande que la réalité dans ce roman, qui est traduit dans le monde entier. Ce qui touche les gens, c'est cette amitié sous terre, cet échange de culture, d'amitié, de tendresse entre l'abbé Faria. Et mon grand-père racontait cette histoire. Et donc, nous arrivions au Château d'If. Pendant 1 heure, lui pêchait sa soupe pour le soir, puis on rentrait. Et donc, j'ai rêvé de cette histoire d'Edmond Dantès, qui était pour moi le complément de celle de Jean Valjean. Et je demandais à ma mère de me lire l'histoire d'Edmond Dantès, que j'ai trouvée aussi belle que celle de Jean Valjean. Je dis que je demande à ma mère parce que je n'y voyais pas. C'est pour ça que j'ai raté ma scolarité. Là, j'ai été opéré de la cataracte, je vous vois à peu près. Hein. Il y a un peu de lumière, je vois des couleurs, mais je suis malvoyant. Et donc, j'ai raté l'école parce que quand le maître me demandait de lire à l'école primaire de Château, je ne voyais pas les caractères d'imprimerie. Donc, les enfants se moquaient de moi, on me jetait dans le couloir. C'est pour ça que j'ai déserté l'école. Sinon, j'aurais aimé les études. Ma mère rêvait que je sois instituteur. Je n'y suis jamais arrivé. Je n'ai jamais eu le bac, ni même le BEPC. Mais bon, je suis chez Gallimard, c'est pas mal. Mais le rêve de ma mère, c'était que je sois instituteur. Et c'est pour ça qu'elle me lisait le soir des romans fabuleux qu'elle prenait au bibliobus dans la rue parce qu'elle n'osait pas aller dans la librairie. Oui, là, oui. Justement, il y a une photo qu'on ne montre pas là, qui est dans le livre, qui a une photo d'une un petit peu floue, voulue, parce qu'elle est prise à travers plusieurs vitrines. Et c'est une très belle photo d'une vieille librairie. Et j'ai été très touchée, je crois que c'est Elle danse dans le noir, quand René décrit que sa maman, fière justement après avoir oublié tous les espoirs concernant son fils, la première fois que René a eu un livre édité, que cette dame est restée en face par tous les temps, je crois qu'il pleuvait, et qui a regardé toute la journée, du matin au soir, la vitrine de cette librairie, parce que le livre de son fils était à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça très, très touchant. Donc c'est une photo qui n'est pas là, qu'on ne montre pas, mais qui est dans... Oui, pour vous montrer encore que ces photos donc, se rapportent à la biographie et non à la ville. Bon, là c'est pas la peine peut-être d'y rester, on est déjà en retard. On passe à l'autre. Là, tu voulais raconter quelque chose, je crois, oui. Oui, parce qu'il avait dit, à Marseille, tout est beau, on n'a pas besoin, de mettre des tables, on met deux chaises et une table et c'est convivial. Tu voulais parler de la Madonna. Raconter. Je pense que ce serait bien de commencer un peu un débat avec la salle pour que ce soit plus vivant, parce que sinon on parle tous les deux. Mais est-ce que vous avez des choses à dire sur ces photos, Il y a plein de doigts qui se lèvent là-bas. Oui, non. Bonjour René. J'ai passé. Tu parlais de l'imaginaire et des cabanes, et je me souvenais d'un de mes fils qui avait à l'époque 6 ans ou 7 ans, et nous venions de voir un film de Tintin, qui était, je crois, le Trésor de Rackham le Rouge, je ne sais pas trop quoi. On sort, et je lui demande si le film lui a plu. Il me dit, oui, mais le capitaine adore qu'il n'a pas la même voix que dans le livre. Je trouvais ça absolument formidable. C'est formidable, oui. C'est vraiment formidable. Vraiment formidable. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci pour tous vos romans, parce que, comme on dit à Marseille, ceux que j'ai lus vraiment se régalent. Alors, je voulais partager un mot avec vous, surtout, c'est enfermement. Parce qu'en fait, le début de vos problèmes, ça commence déjà par l'école où vous faites la belle, vous ne voulez pas trop être enfermé à l'école, en fait, aussi. Hein, vous préférez aller au Catalan. Mais ensuite, où vraiment ça m'a peiné, parce qu'à notre époque, malheureusement, on faisait ce service militaire. En fait, j'ai vu que le gros problème qui a commencé, c'est quand vous avez déserté, ou du moins vous n'avez pas voulu rentrer, faire votre service national. Et c'est là que vous avez été enfermé donc, dans cette caserne, qui a été aussi un peu un bonheur, parce que vous avez connu ce prof de philo qui vous a fait découvrir donc, la littérature.
Mais bon, comme vous le savez, Marseille, nous avons après-demain, nous avons Darmanin et Nunes qui viennent pour parler du narcotrafic à Marseille. J'espère que vous allez avoir une invitation pour aller parler avec eux, donner un peu de poésie à tous ces gens, un peu d'humanité. Parce que pour l'instant, on ne parle que de ça. Et c'est vrai que l'enfermement, justement ce mot, vous qui avez connu ça, enfermer des gens à 3 dans une cellule, alors que la France est en procès régulièrement pour les conditions dans les prisons. On se préoccupe en Europe de l'espace des poules dans les poulaillers, mais nous, on enferme ces gens comme des bêtes sauvages. Et donc, j'aimerais avoir un retour de vous. Est-ce que vous pouvez apporter quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Merci. Dans les fêtes du livre où je suis invité, à Nice, à Toulon, à Paris, ailleurs, il m'arrive de rencontrer des ministres de la Justice ou des ministres de l'Intérieur au fil de ces années. Et je pense qu'ils ont compris ce qu'il faut faire en prison. Mais il faut être réélu. Et la France, elle n'est peut-être pas d'accord avec ce que nous pensons ici ce soir. Les Français, à 70%, sont encore pour la peine de mort. Les Français, en majorité, sont pour construire de nouvelles cellules. Il n'y a pas de réflexion sur ce qui se passe derrière les murs. Il suffit d'enfermer et d'allonger les peines. C'est un peu le comportement. Et les élus avec qui je parle me disent « on sait très bien ce qu'il faut faire pour réinsérer. Il n'y a que la culture, il n'y a que l'alphabétisation, il n'y a que la lecture. Mais ce n'est pas du tout ce que la majorité des Français, on voit bien l'électorat aujourd'hui, la majorité, c'est construire de nouvelles prisons. Alors que moi, depuis 30 ans, je vois bien que ce qu'il faut faire dans les prisons, c'est peut-être des peines un peu plus courtes, mais transformer ce temps de prison. Si tu as 5 ans à faire, ce n'est pas la peine de laisser croupir les gens pendant 5 ans dans une cellule. Tu te lèves le matin, tu bois ton café, tu prends ta douche, tu vas à l'école dans la prison, tu apprends un métier, tu fais du sport. Il n'y a que comme ça que tu peux préparer une réinsertion. Non pas laisser croupir des gens dans cette université du crime, parce que c'est ça. Les jeunes que je faisais écrire à Luynes n'avaient aucun espoir d'être insérés dans n'importe quel métier. Ils étaient là pour améliorer leur image, et en sortant 3 ou 5 ans après, ils étaient enfin de vrais voyous, parce qu'ils sortaient de l'université du crime. En prison, tu échanges de bons procédés pour devenir caïd à la place du caïd. La police, même si elle n'intervenait pas, il y a trop de vendeurs de drogue. Ils se tuent entre eux, ils se balancent entre eux pour être le caïd de la porte C du bâtiment D. Donc, c'est pas la répression qui va arrêter le trafic de drogue, c'est une culture générale. La DZ Mafia est née à Marseille, je pense. Pardon ? La DZ Mafia, elle est née ici, à Marseille. La DZ Mafia est sans doute née. Il y a beaucoup de choses qui sont nées ici. Moi, je connais bien l'histoire de tout le milieu marseillais depuis les années 50. Beaucoup de choses sont nées à Marseille parce que c'est un port. Et c'est un port qui s'est développé aussi avec le trafic. Mais pour revenir à la question de la prison, si tu veux préparer la réinsertion, ça ne passera que par la culture, par le sport et par le travail. Et ça ne passera pas par l'enfermement et des peines plus lourdes. Et les prisons ouvertes, là, comme on a essayé dans certains pays, vous y croyez à ça? Ça ne pourrait pas se faire? Non, les prisons ouvertes, là, on bascule de l'autre côté du cheval. Oui, se tueraient entre eux, vous pensez? Prison ouverte, le soir, elle sera vide complètement. Non. Il faut changer la nature. Dans une grande librairie, Bunel m'a demandé pourquoi allez-vous depuis 30 ans dans les prisons? Et je lui ai dit, le juge cherche le criminel dans l'homme, moi je cherche l'homme dans le criminel. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais les surveillants, jusque-là, ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas formés pour chercher l'homme dans le criminel. Ils sont formés pour fermer et ouvrir des portes. Donc, si on continue à empiler des gens les uns sur les autres, à 3 ou 4 dans la cellule, ce n'est pas comme ça qu'on changera le comportement des détenus. Parce que le détenu en prison, au bout de 6 mois, il a bien compris que s'il arrivait à rapprocher le caïd ou le parrain incarcéré, il aurait du travail en sortant. Moi, j'ai fait rentrer dans les collines de Manosque un détenu qui sortait des Baumettes. Après, il avait fait en 3 fois 23 ans de prison. Et je lui ai trouvé un stage dans les collines avec les forêts. Donc, pendant 8 mois, il a fait son stage. Il adorait ça.
Quand tu sors de prison et que on t'apprend à débroussailler, à couper des arbres, il adorait ça. Et au bout de 8 mois, il a réussi son stage, il s'est dit, on va m'embaucher. Il a cherché pendant 2 ans, personne ne l'a embauché parce que son curriculum faisait peur. Il avait fait plus de 20 ans de prison. Personne ne l'a embauché. Et j'ai vu malgré tout qu'il commençait à changer ses costumes et tout et tout. Je lui ai dit, comment tu fais? Mais comment tu veux que je fasse? Personne ne veut de moi. J'ai repris la cocaïne. Mais tout est là. Si tu formes des gens en prison à devenir peintre en bâtiment, à devenir menuisier, à devenir serveur, et qu'ils ont du boulot en sortant, tu auras au moins 1 sur 2 qui ne récidivera pas. Alors que là, c'est 80% qui récidivent. C'est l'intérieur de la prison qu'il faut changer. Ce n'est pas des nouvelles prisons qu'il faut empiler les unes sur les autres. Et ça, les ministres le savent très bien. Mais ce n'est pas électoral parce que ça coûterait plus cher. Faire venir des professeurs, des éducateurs, construire dans les prisons des ateliers pour apprendre un métier. Et ce n'est pas ce que les Français veulent en majorité. Hein. Les Français actuellement, malheureusement, ils veulent des flics, des gendarmes, des caméras et des prisons. Parler de réinsertion, peut-être entre nous, et je ne sais pas si on est tous d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez le dire, on est là pour discuter. Mais je crois que la solution, elle passera plus par l'être humain que par le béton des prisons. Alors, oui, il y a une question. Oui, allez-y. Attends, chut. Ah oui, pardon. Oui, attendez le micro, soyez gentils. Est-ce que vous avez vu le film de JB, le documentaire, donc, qui est allé faire, qui a pris des photos aux prisonniers de la plus violente prison de Californie. Donc, c'était des gens criminels, etc., la plupart. Mais quand il leur a fait faire cette activité, comme on faisait les ateliers, ils devenaient gentils au possible, alors que c'était des gens qui étaient vraiment dangereux pour certains. Donc JB a fait une action et malheureusement après il est retourné les voir. Donc ces personnes lui téléphonaient pour demander des conseils. Et il y en a qui ont été libérés grâce à ces actions. Vous n'avez pas entendu parler de ce documentaire au cinéma? Je n'ai pas entendu parler de ça, mais je pourrais raconter 1000 anecdotes sur la réinsertion par la culture. Voilà. Mais je veux dire, pourtant là, c'était que des dangereux, hein, vraiment. Hein. La prison la plus violente. Eh bien, ils étaient doux comme des moutons, pour la plupart. Mais il y a une anecdote qui ressemble à ce que vous dites. Dans les années 50, je crois, lorsque Samuel Beckett a écrit sa pièce « En attendant Godot », qui est la pièce la plus jouée dans le monde, En attendant Godot, un metteur en scène américain monte En attendant Godot aux États-Unis. Et ça marchait devant tous les publics populaires. Et donc, il va taper à la porte de la prison de Saint-Quentin, qui était la prison peut-être la plus dure. À Saint-Quentin, aux États-Unis, on mettait tous les assassins, les meurtriers, les psychopathes. Et donc, il dit, ma pièce de théâtre marche partout, elle est très simple, j'aimerais la donner devant les détenus. Il y avait 200 détenus, le directeur lui dit « Passez votre chemin, mon brave, ici, on fait le cinéma le dimanche, et on n'arrive pas à la fin du film. Ils sifflent, ils insultent les acteurs, c'est des débiles. » Et il dit, et le type insiste, bon, à vos risques et périls, faites venir vos acteurs, la pièce dure 2 heures. Donc, sur scène, un arbre, vous connaissez la pièce, Didi, deux vagabonds, moitié clochards, qui commencent à parler avec des mots très simples. Qu'est-ce qu'on fait? On attend Godot. Est-ce qu'il y a une banane? Est-ce qu'il te reste une carotte? Mais les détenus arrivent, s'installent et commencent à écouter. Et petit à petit, le silence s'installe. Les détenus se reconnaissent dans ces types qui, comme eux, ils n'attendent rien. Ils sont là, ils sont 200 à attendre, on ne sait pas quoi. Ils vont passer leur vie là. Et c'est ce que racontent les 2 acteurs sur scène. Cette attente, on n'attend rien. Le temps, on ne sait plus ce que c'est, ça n'a plus de sens. Et pendant 2 heures, le silence s'installe parce qu'ils ont compris qu'on parlait d'eux. Pour la première fois, un spectacle parle d'eux. Et le directeur n'en revient toujours pas, j'imagine, parce que c'est la seule pièce de théâtre qui a pu rentrer et être jouée jusqu'au bout. Et je crois qu'avec les détenus, des gens qui ont tout raté, on l'a dit, hein, comme moi qui avais raté, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a lu des livres et la chance qu'un aumônier en prison m'apporte un livre de Jonot.
le seul moment où j'allais me mettre à lire, parce qu'il n'y avait plus Marseille autour de moi, les filles, le football, les Catalans. Le livre, j'ai ouvert le monde. Les barreaux sont écartés et pendant 6 mois, j'ai voyagé. Eh bien, c'est ce qu'il faut apporter aux détenus, des livres qui leur parlent. Non pas La princesse de Clèves ou même Le Rouge et le Noir ou une pièce de Molière qu'ils ne comprendront pas, mais des livres d'aujourd'hui, des livres qui leur parlent, où ils se reconnaissent. Comme je me suis reconnu, moi, dans le Comte de Monte Cristo et dans Jean Valjean. Voilà, des livres qui nous parlent. Il n'y a que comme ça qu'on pourra transformer ces hommes qui sont là, non pas en doublant les serrures et les cellules, mais en doublant la présence culturelle d'instituteurs, de professeurs, d'écrivains, de gens de théâtre. Transformer l'homme qui n'ont jamais pu être. Bonsoir. J'ai une question. Pardon, parlez plus près que... C'est moi, plus près du micro, oui, s'il vous plaît. D'accord. En hôpital psychiatrique, vous avez mené des ateliers de lecture, l'atelier Sous le pain. Et je voulais savoir, justement, vous l'abordiez juste à l'instant, est-ce que vos ateliers d'écriture avec les détenus passent aussi par des lectures à l'oral ? Qu'est-ce qu'ils lisent et comment ça se passe, ces ateliers d'écriture que vous avez menés ? Est-ce que vous avez une anecdote en particulier à nous transmettre ? Là aussi, on pourrait parler pendant 2 heures des ateliers d'écriture, puisque j'ai 35 ans d'expérience à l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse, où j'ai travaillé pendant 10 ans. J'avais inventé ça, atelier de lecture, parce que je mourais d'envie de lire. Il fallait que je travaille 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et j'adorais lire. Et je me cachais d'abord dans les cabinets, je faisais semblant d'avoir mal au ventre, et je restais 20 minutes pour lire Rimbaud, pour lire Céline, pour lire Blaise Cendrars. Je m'enfermais dans les cabinets. Et les infirmières ont longtemps pensé que j'avais les intestins complètement détraqués. Mais moi, je m'asseyais sur la cuvette et je lisais. Et puis, j'ai trouvé ce truc de me mettre devant le pavillon et de lire à haute voix. Parce que j'avais envie de lire, c'était très égoïste. Et je lisais à haute voix pour moi. Mais les malades sont mis autour de moi et ils écoutaient ma voix. On ne sait pas du tout ce qu'un paranoïaque ou un schizophrène peut comprendre de ce que vous dites. Hein. Il n'y a pas la même logique, il n'y a pas les mêmes symboles. Mais je me faisais plaisir à moi. Et donc je lisais tous les jours, 1/2 heure, 3/4 d'heure. Et il y avait une quinzaine de malades mentaux qui se mettaient... Et l'interne de garde est passé un jour, m'a dit « Mais vous avez inventé un truc, c'est de la psychothérapie, la lecture à haute voix. » Donc j'ai continué à faire ça pendant des mois et des mois, surtout l'été, dehors, et atelier de lecture. Et au Baumette, j'ai continué à leur lire des petits textes très simples. Je leur ai lu Des souris et des hommes de Steinbeck, je leur ai lu L'étranger d'Albert Camus, parce que c'est écrit au passé composé, et puis Un homme dans les rues d'Alger ou dans les rues de Marseille, c'est pareil. Il aime le corps de Marie, il va à la plage, et tout le monde imagine les Catalans alors que ça se passe à Alger. Des livres qui sont gorgés de sensualité et de vie simple. Donc je leur ai lu tous ces... Le facteur sonne toujours 2 fois. Donc beaucoup de lectures à haute voix, même si je ne suis pas un grand lecteur. Ce soir devant vous, je n'oserais pas lire, parce que je suis un très mauvais lecteur à haute voix. Mais devant des psychotiques et des prisonniers, j'avais le courage de lire, parce qu'ils ne m'ont jamais critiqué dans ma lecture. Ils trouvaient que je lisais bien, alors que moi je trouve que je lis très mal à haute voix. Donc c'était le prologue, même avec les jeunes de la prison de Luynes, hein. Eux, je leur lisais surtout des articles du journal sur les faits divers et sur l'OM. Et on commençait toujours l'atelier d'écriture par cette lecture à haute voix, le fait divers marseillais, souvent les règlements de compte, et l'OM. Et à partir de là, on écrivait. Et donc à la prison de Luynes, comme ils ne voulaient pas écrire, les jeunes, hein, je leur ai dit un jour, vous allez écrire un petit roman, vous allez me donner les idées, et si vous voulez, je vous aiderai à écrire. Et je leur ai donné le prologue. Je leur ai dit, la première page, c'est un type qu'on retrouve mort dans les vestiaires du stade Vélodrome, assassiné. Et ça leur a plu. Parce qu'il y avait le foot, il y avait le stade Vélodrome, il y avait un cadavre, il y avait donc une enquête, il y avait des flics, il y avait tout ce qu'ils connaissaient. Et ils m'ont donné des tas d'idées. Tous les jeudis matin, ils me donnaient des idées et moi j'écrivais. Et on a sorti un petit roman. On a trouvé quelques sous dans la prison. Et on a tiré à 500 exemplaires ce court roman. Il y avait tous les noms des jeunes détenus sur la couverture. Et ils m'ont dit, mais alors on est devenu écrivain. Mais je leur ai dit, bien sûr, il y a un livre, il y a vos noms. Et à partir de là, ils se sont mis à lire, ils se sont mis à tenter d'écrire. Ils avaient confiance. Ils avaient confiance en eux. Et tout est là.
donner confiance. Qu'on soit dans un collège même très défavorisé, qu'on soit dans un quartier ou en prison, le maître mot est là. Ce sont des minots qui ont peur de la culture, c'est pas pour eux. Ils ont peur du langage, c'est pas pour eux. Et quand tu leur prouves que le langage, c'est aussi le leur, qu'on peut écrire avec 200 mots, comme Simenon qui a écrit toute sa vie avec 600 mots, alors qu'André Gide avait 6000 mots, c'est pas le nombre de mots qui fait la grandeur du livre, c'est la petite musique que l'on est capable d'écrire avec 200 mots. Et quand les détenus ont compris ça, ce n'est pas le nombre de mots ou même l'emploi de subjonctif qui fait le livre, mais c'est l'émotion. L'émotion qu'on met dans chaque mot. Et bien là, c'est ça l'atelier d'écriture. Même l'illettré peut apprendre à lire et à écrire parce qu'il a compris qu'avec 200 mots, il peut être un peu un écrivain. Merci. Pascal. Ça Non. marche pas. Oui. Oui. Particulier. Moi, je voulais juste revenir sur le livre et sur sa fabrication. Déjà dire que le livre est vraiment très intéressant. Vous avez dit que c'est pas un guide, mais en effet, c'est pas un guide touristique pour les Parisiens ou les visiteurs, etc. Mais c'est vraiment un guide pour les touristes de l'intérieur, c'est-à-dire pour les Marseillais, c'est-à-dire que c'est même pas un guide, c'est un endroit où on se retrouve, où on comprend le paysage, où on comprend une espèce de sensualité sur les choses. Et c'est ça qui est très intéressant dans la démarche. Et justement, je voulais savoir comment vous l'avez fabriqué, c'est-à-dire, je n'ai pas très bien compris au début, est-ce que les photos ont été prises en premier? Est-ce que c'est René qui a écrit en premier ou collecté les textes? Ou est-ce que vous avez travaillé régulièrement sur un apport de photos? Enfin, comment ça s'est fabriqué entre vous, ce livre qui est très abouti, hein, globalement? Il y a une vraie histoire dans ce livre, au-delà de tes mots et tout ça. Comme je le disais au début, moi j'étais partie pour photographier Marseille en noir et blanc pour une exposition que j'avais en vue. Et après avoir lu, comme je disais, tous ces romans, et j'ai trouvé que bon, tout le monde sait, quand on a lu les romans de Frény, il a un pouvoir des mots qui sort de l'ordinaire. Et j'ai tenté... Oui, j'étais rentrée à Manosque en disant maintenant, quand je vois Marseille, je ne peux pas me concentrer sur mon thème. Je vois des Frény partout. Ou du moins, je cherche. J'étais comme s'il s'imposait devant mon objectif, et je cherchais, non pas à illustrer, mais je cherchais des ambiances, ou alors les ambiances, je découvrais les ambiances, je disais, tiens, ça c'est, quand il dit ça, tiens, ça c'est... Et c'est comme ça que ce livre est né. C'est les mots qui ont guidé le chemin. C'est pour ça qu'il y avait des photos qui ont été prises avant ce projet, parce que je les faisais en pensant à René, enfin en pensant à l'œuvre de René, sans me dire, tiens, je vais faire un livre dessus. Et c'est au fur et à mesure, et quand j'en ai parlé, quand j'ai dit ça, et qu'ils ont dit, tiens, oui, pourquoi pas. C'est une expérience intéressante que je suis retournée à Marseille, que là, j'ai cherché à rendre l'ambiance, à faire résonner l'esprit de René, mais pas de l'illustrer, et pas de faire un livre sur Marseille. Il y en a tellement. Il est beau, et je trouve que cette approche, enfin, pour moi, je ne m'en avais pas connue, de photographier une œuvre, enfin, de photographier l'esprit d'une œuvre. Voilà. Et après, René, je lui ai demandé de chercher les textes qui lui tenaient à cœur. Et après, je dis oui, celui-là, je peux prendre. Oui, voilà, ça s'est passé comme ça. René a cherché les textes, et moi, j'ai cherché les photos qui allaient à peu près avec. Voilà. Il y a eu des textes, des photos fabriquées à partir d'un texte des photos que vous avez fait après que René ait écrit un texte particulier pour ça. Pas forcément, mais par exemple, quand il y avait des textes écrits, comme par exemple, je ne suis pas venue dans cette ville pour ramasser des olives, mais pour tuer. Là, je cherchais. Je dis, qu'est-ce que je peux. Alors, les yeux ouverts, c'est très astreignant. C'était un défi constant. Qu'est-ce que je peux. Les mots qui me plaisaient, les mots qui avaient une force, comme sa mère, les mots qu'il parlait, qu'il écrivait sur sa maman. C'est pour ça que j'ai pris la librairie, comme je le disais tout à l'heure, qu'on n'a pas montré. Mais là, et tout d'un coup, je suis passée par ces escaliers, j'ai dit, tiens. Alors je cherchais des ambiances, je cherchais à faire résonner cet esprit plus que des lieux. Voilà.
Et oui, bien sûr, il y a beaucoup de photos qui ont été, et celle-ci aussi, parce que là aussi, ce sont des jeunes sur le port, mais je trouve que ce rapport avec le boulet d'un prisonnier et ces jeunes, je trouvais pour moi, c'est une photo qui parle beaucoup, parce que cette présence, cette menace est dans Marseille. Il y a la légèreté de la vie, se laisser faire, et il y a toujours c'est la ville où il y a les baumettes, pour moi aussi. Et par exemple, dans cette photo, on le trouve, et ça correspond, enfin ça illustre, j'aime pas ce mot, mais ça correspond à ce que dit René, ces vies parallèles de cette ville fascinante. Et tu as dit le mot juste, Pascal, tu as dit voyage intérieur. Et c'est ça, toute la littérature. Tu ouvres un livre et tu fais un double voyage. Tu fais un voyage à travers la planète. Si le livre se passe en Argentine, ou se passe en Chine, ou se passe au Groenland, tu n'es plus là. Tu es au Groenland, tu es en Afrique, et tu fais un voyage intérieur. Tu ouvres un livre et tu fais ce double voyage. C'est le seul vecteur qui permet de faire ce voyage à la fois intérieur. Tout ce que tu lis soulève en toi des émotions, alors que tu vois des paysages comme si tu voyageais en bateau, à pied, en stop. Et en même temps, quand l'aumônier m'a tendu mon premier livre de Giono, non seulement je me suis mis à marcher sur les collines de Manosque, je n'étais plus dans ma cellule, mais il soulevait en moi des émotions, des souvenirs, des réminiscences, et il m'a permis ce voyage intérieur. Il y a ce double voyage que permet le livre. C'est ça la grandeur de la littérature. Et le roman qui représente peut-être le mieux ce que nous disons, c'est Ulysse, le roman L'Odyssée d'Homère, ce type qui voyage de port en port, qui se perd, qui va d'une peur à un amour, d'une passion à un doute, de la mélancolie. Et ce voyage qu'il fait d'une île à l'autre de la Grèce, c'est aussi le voyage intérieur, d'une émotion à l'autre. Et c'est ça l'écriture, c'est ça la lecture, c'est là, toute l'histoire du livre est là, ce double voyage. Et c'est le seul moyen de voyager immobile pendant des années chez soi, voyager sur la planète et descendre dans des galeries de plus en plus profondes de nous-mêmes avec ces émotions qu'on ramasse jusqu'à l'enfance. Autre question, on peut abréger, je crois, maintenant. Oui, Madame Bonsoir. Annonciate. Oui. Je ne sais pas si c'était vraiment une question, mais c'était une remarque par rapport à ce que vous disiez sur les détenus. Vous disiez que Qui c'est qui parle ? peu importe d'où vient la voix, mais je suis au fond là-bas, salut. Ah oui. Pardon. Levez le bras, on ne voit pas. Je l'ai levé, oui. mais... C'est bien caché. Bah oui, désolé. Non, on vous écoute. Et donc, du coup, vous disiez tout à l'heure que la majorité des détenus étaient en échec scolaire. Et vous aviez parlé de nombreuses fois de l'enfermement. Et je pense que l'enfermement peut aussi débuter à l'école. Oui. Quand on se retrouve dans une institution où finalement l'enfant ne peut ne rien comprendre, donc il n'a pas accès à l'information, il peut se sentir complètement démuni et finalement enfermé dans une boîte, sur une table avec une chaise, et ne rien faire d'autre que de finalement être face à son propre échec. Je pense que ce genre de situation compliquée, si on les associe à certaines conditions, vous avez eu de la chance, votre mère lui des livres quand vous étiez jeune, il y a certaines personnes qui n'ont pas ces chances-là et qui en plus vivent dans un double enfermement, dans les cités notamment. Eh bien, je pense que le cadre scolaire, mais aussi le cadre institutionnel, fait que l'enfermement scolaire, l'échec scolaire, est déjà un prémisse d'un enfermement ensuite beaucoup plus important qui peut amener, on ne va pas généraliser, je ne suis pas en train de faire des raccourcis, mais là où la culture peut avoir sa place, je trouve, enfin je dis ça parce que j'ai travaillé dans l'accompagnement d'enfants qui vivaient justement en zone REP+, et on utilisait beaucoup la culture justement comme un moyen pour l'enfant de travailler sur ses compétences psychosociales qu'il ne pouvait pas vraiment exploiter dans un milieu scolaire où il était tout simplement spectateur, voire même victime. La culture, la danse, l'écriture, le chant donnait à cet enfant la possibilité de s'exprimer, d'être lui-même, mais aussi des compétences qui pouvaient l'aider finalement à se maintenir sur les rails. Je vais vous donner l'exemple d'une jeune fille dont je vais tairai le nom,
complètement mythique, malheureusement, qui n'avait pas eu l'occasion de sortir de chez elle, mis à part pour aller à l'école et pour rentrer, et qui passait toutes ses journées chez elle, eh bien, elle a découvert la danse et elle avait un talent absolument incroyable. Et le dernier commentaire de son enseignante, c'était qu'elle avait une poésie avec une aisance incroyable. Et elle a fait un bon redoublement. Et même si elle ne va peut-être pas devenir première de sa classe, eh bien, la danse lui a apporté toutes ses compétences qui vont peut-être lui permettre de raccrocher les bras. Il offre cette chance. Donc, en effet, la culture est importante. Oui. Et surtout dans les quartiers nord. On peut être que d'accord avec vous. Je crois qu'il n'y a pas de réponse. On est d'accord avec vous. C'est très vrai. Ouais. On vous propose maintenant de retrouver les auteurs autour des livres qui sont proposés par la librairie de Malmort à l'extérieur de la salle, pardon, et où vous pourrez encore discuter, bien évidemment, avec René Frény et Frédéric Marie Mignana. On vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On vous souhaite un très bel automne. Il y a eu peu de champignons cette année, c'est dommage, mais enfin, l'automne est merveilleux. Très bel automne.